Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va traiter une nouvelle séance d'économie générale et statistique. Le cours d'aujourd'hui s'inscrit dans la première partie du programme appelé les concepts économiques de base. Dans le premier chapitre plutôt, vous avez traité la notion du marché et aujourd'hui on va voir celle du circuit économique. Ce cours est destiné à la fois aux élèves des sciences économiques et aussi aux élèves des sciences de gestion comptable. Aujourd'hui, on va vers la première partie du cours. Avant de commencer, on va faire d'abord un petit rappel. Les deux séances dernières, vous avez vu d'abord la notion de marché qui peut être définie comme un lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Ce lieu de rencontre peut être à la fois réel ou concret, comme le cas du souk, comme le cas par exemple des marchés de légumes, des marchés de fruits ou celui du poisson, ou un lieu fictif ou un lieu parfois abstrait. Donc c'est le cas du marché du travail par exemple. Chaque marché est caractérisé par trois composantes. La première, c'est celle de l'offre. L'offre est définie en tant que quantité qui est prêt à offrir un éventuel vendeur du produit. La deuxième caractéristique, c'est la demande. C'est la quantité que peut demander un potentiel acheteur du produit. Et finalement, le prix qui est défini en tant que quantité de monnaie qui est prêt à payer un demandeur du produit ou qui est prêt à recevoir un offreur du produit. Lors de la dernière séance, vous avez vu aussi ce qu'on appelle la typologie des marchés ou la classification des marchés. On distingue donc quatre catégories. La première, c'est celle du marché de biens et services. Ce marché dans lequel on échange différents types de biens et de services. Le deuxième marché, c'est le marché du travail. C'est le lieu dans lequel se rencontrent les offreurs du travail qui sont généralement la population active et les demandeurs de travail qui sont les institutions financières, l'État ou les entreprises. Troisième marché, c'est celui des capitaux, où sont échangés les différents capitaux et liquidités. Donc, ce marché aussi est divisé en deux sous-catégories qui sont le marché financier et le marché monétaire. Le quatrième marché, c'est celui du marché de change. Donc, le marché de change, c'est un lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs de devises. Pour la séance d'aujourd'hui, on aura deux objectifs, ou plutôt ce sont des objectifs du chapitre. Premièrement, on va essayer de savoir comment construire un circuit économique détaillé. Et deuxièmement, comment établir le tableau des emplois, ressources pour chaque unité, pour chaque agent économique. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. D'abord, on va essayer de définir les concepts de base, des concepts que vous avez déjà vus en première année, mais qu'on va revoir aujourd'hui. Ce sont premièrement les agents économiques. Deuxièmement, la notion des flux et celle des opérations économiques. Troisièmement, on va voir comment s'élabore un circuit économique de manière détaillée. Et finalement, on va essayer de faire une petite récapitulation. Donc, avant bien sûr de commencer, on va faire une petite introduction. Donc, tout le monde sait que l'activité économique, pour bien fonctionner, a besoin de faire des échanges. Donc, chacun des individus, des groupes, des institutions, des associations doit donner ou recevoir, doit faire donc des échanges pour que l'activité économique ou pour que l'économie plutôt se développe. Par exemple, pour les entreprises, ils ont besoin de travail pour fonctionner. Et en contrepartie de ce travail, ils doivent distribuer des salaires. Pour les individus, ils ont donc besoin de biens et services pour la consommation. Donc, en contrepartie de ces biens et services qu'ils vont recevoir, ils donnent aux entreprises le paiement de ces biens et services. Troisième catégorie, ce sont les banques, qui sont bien sûr le moteur, le corps de l'économie, qui ont pour objectif principal de faire des prêts ou des crédits aux autres agents économiques. Et finalement, les administrations qui ont pour objectif de produire des services non marchands et en contrepartie, ils peuvent recevoir des impôts et des prestations, des impôts plutôt et des cotisations sociales. Donc, pour pouvoir quantifier ou pour pouvoir évaluer cette économie, la comptabilité
national, qui est l'outil utilisé par l'État pour mesurer ou pour évaluer l'économie, doit d'abord avoir une représentation plus simplifiée de l'économie. Et donc pour le faire, on doit d'abord connaître les concepts qu'on va utiliser et ensuite on va voir comment essayer de simplifier cette économie, comment avoir une représentation plus simplifiée de l'économie. Donc premièrement, on va essayer de définir ces acteurs principaux de l'activité économique qui sont, comme dans l'exemple, donc les entreprises, les administrations et les banques, qu'on va appeler agents économiques. Deuxièmement, on a besoin de définir et de classer les différents échanges qui sont effectués, qu'on va appeler flux économiques. Donc commençons d'abord par la notion d'agent économique. Un agent économique, ou appelé aussi unité institutionnelle, est défini en tant que catégorie homogène qui regroupe un ensemble de décideurs qui réalisent des opérations identiques et deuxièmement, qui ont des spécificités communes. Donc premièrement, par catégorie homogène, on veut dire donc que ça peut être un individu, un groupe d'individus, une institution, une association, donc, qui ont des caractéristiques communes. Deuxièmement, ils doivent réaliser des opérations identiques. On va voir ensuite donc, la classification des opérations qui peuvent être la consommation, la production, la distribution des revenus, etc. Et finalement, ils doivent avoir des caractéristiques communes. Ces caractéristiques qu'on va revoir aussi en détail. Les agents économiques sont classés par la comptabilité nationale en des groupes qui sont appelés secteurs institutionnels. On distingue donc 4 secteurs institutionnels qui sont, premièrement, les ménages, deuxièmement, les sociétés non financières, troisièmement, les institutions financières et finalement, les administrations publiques. Je vais commencer par le premier agent économique qui est appelé ménage. Le terme ménage est utilisé en général pour désigner une cellule sociale homogène qui regroupe des individus qui vivent généralement sous le même toit et qui ont pour objectif d'utiliser leurs revenus ou leurs ressources à des fins de consommation ou d'épargne. Donc premièrement, une cellule homogène donc, peut être à la fois un individu qui vit de manière par exemple solitaire, c'est le cas par exemple d'un célibataire qui vit et qui consomme son revenu de manière isolée. Ça peut être aussi une famille qui vit sous le même toit, ou ça peut être aussi un groupe d'individus qui réalisent aussi les mêmes conditions. Ce groupe d'individus peut être par exemple les élèves d'un internat, ça peut être aussi les pensionnaires d'une maison de retraite ou d'une prison plutôt. Donc, on a 2 caractéristiques ici. Premièrement, les individus qui composent un ménage doivent vivre sous le même toit. Et deuxièmement, ils doivent consommer les mêmes ressources. La fonction principale des ménages est de consommer des biens et services. Toutefois, ils peuvent à la fois fournir le travail et le capital pour les administrations ou pour les entreprises ou pour les institutions financières. Ils peuvent aussi contribuer à l'épargne nationale. Les ressources principales des agents économiques sont premièrement les revenus salariaux, donc les salaires qu'ils peuvent recevoir des entreprises, des institutions financières, de l'État, etc. Deuxièmement, les revenus non salariaux, des revenus donc qui peuvent provenir d'un travail non salarié, d'un travail indépendant, un loyer ou n'importe quelle autre ressource, ou aussi des revenus de transfert, des revenus qui sont reçus de l'État sans aucune contrepartie directe. C'est le cas des pensions de retraite, c'est le cas des allocations familiales et c'est le cas aussi des bourses des étudiants. L'emploi principal des ménages est l'achat de biens et services, puisqu'on a dit que la fonction principale, c'est la consommation des biens et des services. Donc, on avait dit que les ménages sont en général une cellule homogène, composée d'un ensemble d'individus. Mais, dans la comptabilité nationale, on compte aussi parmi les ménages les entreprises individuelles, ça veut dire les entreprises dans lesquelles le propriétaire est lui-même le directeur de l'entreprise. Deuxièmement, les institutions sans but lucratif. Ce sont des institutions ou des regroupements qui ont pour but de donner des services ou de fournir des services destinés aux ménages. C'est le cas des syndicats, c'est le cas des associations par exemple, c'est le cas aussi des partis politiques. Le deuxième agent économique, c'est celui des sociétés non financières, appelées par abréviation SNF, ou aussi
par simplification les entreprises. Les entreprises sont des organismes économiques qui ont pour objectif de combiner des ressources qui sont le capital et le travail pour produire des biens et des services destinés à la vente, c'est-à-dire pour réaliser des bénéfices. Les SNF peuvent être classés selon plusieurs caractéristiques, selon plusieurs critères. Donc le premier critère qu'on va adopter, c'est celui du secteur d'activité. Donc on classe les entreprises selon l'activité ou selon bien sûr les activités réalisées. Premier secteur, c'est celui du donc primaire. Le secteur primaire regroupe l'ensemble des entreprises qui ont pour objectif l'extraction des ressources naturelles. C'est le cas par exemple des entreprises agricoles, c'est le cas des entreprises qui travaillent dans les mines et c'est le cas aussi des entreprises donc, de pêche maritime. Le secteur secondaire, c'est celui de la transformation. Il regroupe l'ensemble des industries qui utilisent des ressources naturelles pour produire des biens. Et finalement, le secteur tertiaire, c'est celui des services. Donc c'est le cas de l'hôtellerie, c'est le cas des restaurants et c'est le cas aussi du transport ou des sociétés de transport. Deuxième critère de classification utilisé, c'est celui de l'appartenance du capital. Les entreprises donc peuvent être des entreprises publiques, ce sont des entreprises dont le capital est détenu à 100% par l'État. Les entreprises privées, ce sont des entreprises dont le capital est détenu à 100% par le privé. Et finalement, les entreprises semi-publiques, ce sont des entreprises dont le capital est détenu à la fois par le public et par le privé. La fonction principale des sociétés non financières est la production de biens et de services marchands et non financiers. Par extension, on considère que une deuxième fonction des sociétés non financières est de créer des emplois, ça veut dire offrir des postes d'emploi aux ménages. Les ressources principales sont premièrement la vente de biens et services et deuxièmement les subventions qui sont reçues de l'État. L'emploi principal ou les emplois principaux sont premièrement l'achat de matières premières et de fournitures nécessaires à la production, le paiement des salaires, les charges financières, les impôts, etc. Troisième agent économique, c'est celui des institutions financières. Les institutions financières sont aussi des entreprises, mais qui ont pour objectif la production de services, cette fois financiers. On distingue deux catégories d'institutions financières. La première, ce sont les banques et les institutions de crédit. Les banques qui ont pour objectif à la fois la gestion des comptes de clients, la collecte de l'épargne et la distribution de crédit, tandis que les sociétés de crédit ont pour simple objectif la distribution des crédits aux différents agents économiques. La deuxième catégorie, ce sont les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ont pour objectif d'assurer contre les différents risques. On commence par la première catégorie, c'est-à-dire les banques et les institutions financières. Leur fonction principale est premièrement de fournir des services d'intermédiation financière. Comme on l'a annoncé dans la diapositive précédente, ils ont pour objectif donc de rendre des services financiers, collecter l'épargne par exemple, gérer les comptes, distribuer des crédits, etc. Les ressources principales sont donc les intérêts sur les fonds prêtés, les intérêts sur l'argent qui est prêté aux différents agents économiques, et deuxièmement, la rémunération des services bancaires rendus à ces agents. L'emploi principal ou les emplois principaux sont premièrement les intérêts qui sont versés aux épargnants, donc il y a des gens qui viennent déposer leur argent et qui reçoivent en contrepartie des intérêts. L'achat de matières et fournitures nécessaires et aussi la distribution des salaires en plus du paiement des impôts et des prélèvements obligatoires. Quant aux compagnies d'assurance, ils ont pour fonction principale, premièrement, l'assurance. Donc, ils assurent les contracteurs d'assurance contre différents risques. Et deuxièmement, de garantir un paiement lors de la réalisation du risque. La ressource principale de cette agence, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, sont les primes contractuelles, les primes qu'ils reçoivent des agents qui signent un contrat d'assurance pour la voiture, pour par exemple une assurance vie, etc. Et l'emploi ou les emplois principaux sont les indemnités qui sont versées en cas de réalisation du risque, les achats de matières et fournitures et aussi, comme les différentes entreprises, le paiement des salaires, les impôts, etc.
Le dernier agent, ce sont les administrations publiques. Les administrations publiques sont des unités institutionnelles qui ont pour objectif de produire des services, principalement, mais aussi parfois donc des biens qui sont non marchands destinés au public. Donc ces administrations peuvent être aussi classées selon 3 catégories. Premièrement, ce qu'on appelle les administrations centrales. Ce sont des administrations qui présentent un service qui a un caractère national ou parfois régional. C'est le cas des ministères et aussi des universités. Deuxième catégorie, ce sont les administrations locales. Les administrations locales présentent un service mais qui a un caractère local, qui concerne une région bien déterminée. Donc c'est le cas des municipalités, c'est le cas des communes, des conseils qui travaillent de manière locale. Et finalement, les administrations sociales qui présentent en général des services sociaux. C'est le cas des hôpitaux, c'est le cas aussi de la sécurité sociale. Les administrations publiques ont pour fonction principale, comme on vient de le signaler, la production de biens ou de services qui sont non marchands, ça veut dire pour lesquels on ne doit pas payer une contrepartie. Deuxièmement, la redistribution des richesses, c'est-à-dire qu'ils collectent parfois donc les impôts ou les prélèvements obligatoires pour les redistribuer sous forme de revenus ou sous forme de prestations. De cette fonction, on peut retenir que les ressources principales de l'État sont les impôts et les différents prélèvements obligatoires, comme le cas des cotisations sociales. Ils ont pour emploi principaux les dépenses de l'État, la distribution des revenus et des prestations sociales, des revenus qu'on appelle donc revenus de transfert et aussi des prestations sociales. Donc, si l'on revient au schéma qu'on a traité au départ, l'ensemble des agents économiques font des échanges entre eux. Ces échanges sont appelés généralement donc des flux. Ils peuvent parfois avoir besoin donc de biens ou de services qui n'existent pas sur le territoire national. On a donc recours à un 5e agent qu'on va appeler extérieur ou aussi reste du monde, avec lequel on échange des biens ou des services. Donc on peut parfois avoir besoin donc, de biens ou de services qui existent à l'extérieur ou au contraire, l'extérieur a besoin parfois de biens et de services qui existent sur le territoire national. Donc on va ajouter un 5e agent qu'on va appeler le reste du monde. Mais en réalité, ce n'est pas un agent économique. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'agents économiques qui existent à l'extérieur du territoire national et qui ont pour objectif d'échanger avec les unités résidentes et qui font des échanges donc avec les ménages, avec les institutions, avec les entreprises et aussi les administrations. Donc ces échanges économiques ou ces opérations économiques se traduisent par 2 types de flux. Premièrement, les flux réels, ce sont des flux de biens ou de services. On distingue donc les flux qui sortent du territoire national, ce qu'on va appeler des exportations, et les flux qui entrent sur le territoire national, c'est ce qu'on va appeler des importations. Les flux monétaires qui sont soit la contrepartie, c'est-à-dire le prix des exportations ou des importations, comme ça peut être aussi un mouvement de capitaux. En restant sur cette notion de flux, le flux réel ou cette classification entre flux réel et flux monétaire n'est pas exclusivement destinée au reste du monde. L'ensemble des opérations économiques ou des échanges économiques sont classés selon 2 catégories. Ce sont les flux réels et les flux monétaires. Les flux réels concernent généralement la circulation des biens et des services. Comme on voit dans l'exemple, donc c'est le cas du travail qui est fourni par les ménages aux entreprises. Et deuxièmement, c'est le cas aussi des biens et services qui sont fournis par les entreprises et destinés aux ménages. En contrepartie de ces flux, donc, on reçoit ce qu'on appelle des flux monétaires qui représentent donc le prix, par exemple, comme on voit ici, donc le prix des biens et services ou le salaire en contrepartie d'un travail. Et finalement, donc, les flux, ce qu'on appelle des flux de financement. Les flux de financement sont généralement des flux qui sont destinés à financer l'économie ou les investissements. Donc c'est le cas des prêts, c'est le cas des remboursements, c'est le cas aussi de l'épargne. Ces flux économiques sont générés par ce qu'on appelle des opérations économiques. Ce sont les opérations qui sont réalisées par les agents économiques. Les opérations économiques sont définies comme étant le fait des agents économiques qui participent à l'activité économique et qui agissent dans le cadre d'un
dans le cadre d'un domaine économique. C'est-à-dire, pour définir une opération économique, c'est-à-dire pour appeler une opération économique, elle doit être nécessairement effectuée par un agent économique et elle doit aussi entrer dans le cadre d'un domaine économique. Ces opérations sont classées en 3 catégories. Premièrement, les opérations sur biens et services. Ce sont des opérations qui décrivent à la fois l'origine des biens et services qui sont utilisés, c'est-à-dire est-ce qu'ils viennent de la production ou des importations, et aussi la destination des biens et services qui sont utilisés. Est-ce qu'ils sont destinés à l'investissement, à la consommation ou aussi à l'exportation? La deuxième catégorie d'opérations concerne ce qu'on appelle les opérations de répartition. Ce sont des opérations qui décrivent la formation et la circulation des revenus. Des revenus que vous avez vus l'année dernière dans la répartition de la valeur ajoutée. Les salaires, les impôts, les cotisations sociales, etc. Troisième catégorie d'opérations, c'est ce qu'on appelle les opérations financières. Ce sont des opérations qui décrivent la circulation et la création des moyens de financement. Donc, c'est-à-dire des capitaux, des liquidités, etc., qui sont destinés au financement de l'activité économique. Là, on va passer pour voir de manière générale donc, les relations qui existent entre les différents agents économiques, les flux et les opérations économiques, et qu'on appelle un circuit économique. Le circuit économique peut être défini de manière simplifiée comme étant une représentation schématisée et aussi simplifiée pour voir les relations entre les agents économiques. Il s'agit donc d'un schéma ou d'un réseau qui représente les différents échanges qui existent entre les agents économiques. On distingue généralement 2 types de circuits. Le premier, c'est ce qu'on a vu de manière simplifiée au départ. Donc, il décrit les relations entre les 4 agents économiques ou les 4 secteurs institutionnels. Donc, ces secteurs institutionnels, c'est ce qu'on appelle des secteurs résidents qui existent à l'intérieur d'un territoire. Dans ce cas, on parle de circuit économique fermé. Deuxième catégorie, c'est celle qui inclut le 5e agent, c'est-à-dire qui inclut les échanges avec l'extérieur ou avec le reste du monde. C'est ce qu'on va appeler circuit économique ouvert. Dans cette séance, bien sûr, on va essayer de voir un exemple pour se concentrer la séance prochaine à la représentation détaillée du circuit économique. Donc, on va d'abord essayer de voir quels sont les principes de représentation. Premièrement, on ne va représenter que les flux monétaires, c'est-à-dire qu'on va se contenter que des flux monétaires. On ne va pas représenter les flux réels, les flux de biens et de services. On va prendre un petit exemple. Supposons que les entreprises ont vendu 200 unités monétaires de marchandises aux ménages et 100 unités monétaires de marchandises aussi aux administrations. Donc, si l'on veut représenter ces opérations de manière détaillée, on va décrire à la fois la circulation des marchandises qui représente un flux réel et celle du prix des marchandises qui représente un flux monétaire. Par contre, on ne va se concentrer que sur le flux monétaire, c'est-à-dire qu'on va représenter un seul flux qui représente le prix de ces marchandises. De la même manière, on va représenter bien sûr ce flux de consommation en destination des entreprises et qui est fait par les administrations. Deuxième remarque, c'est qu'on va inclure la notion de marché. Vous avez bien sûr vu ce qu'on appelle le circuit économique simplifié en première année. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle un circuit économique élargi ou détaillé, qui intègre à la fois les agents économiques, les flux, mais aussi les marchés que vous avez vus au premier chapitre. Revenons à la même opération. Cette opération concerne bien sûr les marchandises. Il doit donc transiter ou passer par le marché des biens et services. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les opérations de consommation, ils doivent passer d'abord par le marché des services et ensuite ils vont être regroupés pour qu'elles soient reçues par les entreprises. Donc la même opération, donc on a essayé de faire un intermédiaire qui est le marché des biens et des services. Donc il regroupe toutes les consommations, toutes les opérations de même nature et pour qu'elles soient destinées à l'agent économique. De la même manière, on va voir ce qu'on appelle un tableau des emplois ressources. Ce tableau trace l'origine des flux et aussi l'emploi de ces flux. Par exemple, pour les 2 opérations qu'on a réalisées ici, commençons par la première, c'est-à-dire la consommation des ménages. La flèche, comme l'on voit ici, sort des ménages et entre chez les entreprises. Donc,
Il constitue un emploi pour les ménages et une ressource pour les entreprises. La même chose pour les administrations. Donc, cette consommation constitue un emploi pour les administrations et une ressource pour les entreprises. Ce sont donc, comme on vient de voir, ce qu'on appelle des principes de représentation. La prochaine fois, on va travailler sur un exemple détaillé d'une économie imaginaire, bien sûr, d'une économie fictive, et on va donner les différentes opérations qui sont réalisées par les agents économiques. On va essayer de les tracer sous forme d'un circuit économique et aussi sous forme d'un tableau des emplois ressources. Donc notre séance touche à sa fin. Je vous laisse avec l'exemple et à la séance prochaine.